L'anniversaire de mon fils marqua la fin d'une illusion. Ce soir-là, il me lança au visage, entre deux éclats de rire. Le plus beau cadeau que tu pourrais me faire, c'est de disparaître de ma vie pour toujours. Je souris sans un mot. Puis je déposai le gâteau sur la table de la cuisine et sortis dans le jardin, silencieusement, laissant Arthur fêter ses 28 ans entouré de ses amis. 1 heure plus tard, les gyrophares bleus balayèrent ma cour. La police venait d'arrêter mon fils. Vous ne devinerez jamais comment tout cela avait commencé. Le gâteau au chocolat oscillait dangereusement dans ma main gauche pendant que je tâtonnais pour trouver la poignée de la porte arrière. 28 bougies m'attendaient dans le tiroir de la cuisine. Mais avant tout, je voulais lui faire une surprise. Ce gâteau, préparé maison, glaçage parfait, couche régulière. Sous mon bras droit, un paquet soigneusement emballé, une montre ancienne, héritage de mon père, qu'Arthur avait admiré quelques mois plus tôt dans la vitrine d'un horloger à Lyon. À travers la vitre, je percevais les rires. Mon fils parlait fort, sa voix se mêlait à celle de ses amis. L'air tiède d'avril portait des odeurs de viande grillée et de bière fraîche. Une soirée idéale pour célébrer ses 28 ans. Je restais là un instant, immobile, écoutant pour ne pas interrompre un moment important. Je vis Arthur près du barbecue, avec ses 2 complices habituels, Julien et Marc. Un peu plus loin, Léa était assise à la table du patio, le nez plongé dans son téléphone. Les autres invités bavardaient, verres à la main. « Eh bien, ton père s'est vraiment surpassé », lança Julien. « Nouveau système de son, bière au premium, et même un traiteur pour les amuse-bouches. » Arthur haussa les épaules, une bière à la main. « Ouais, il essaie d'acheter mon affection, comme toujours. Il croit que l'argent règle tout. » Je restais figé, le gâteau tremblant dans mes mains. Le cadeau sous mon bras devint soudain lourd comme du plomb. « Au moins, il s'en soucie, lui, » dit Marc. « Mon vieux ne m'a pas appelé depuis 6 mois. Tu t'en sors bien. » Arthur ricana. Michel ne comprend pas. Toujours à me rabâcher. Trouve un boulot, déménage, sois responsable. Comme s'il ignorait que l'économie est pourrie. Mon prénom. Il avait dit « Michel ». Chaque mot qu'il prononçait résonnait en moi comme un coup de marteau. À travers la vitre, je le regardais agiter sa bouteille, sûr de lui, riant de mes efforts. Honnêtement, les gars, le plus beau cadeau que je pourrais recevoir, ce serait que le vieux disparaisse pour de bon. J'en peux plus de ses sermons, de son besoin de tout contrôler. Je reculai d'un pas, vacillant. Le gâteau faillit m'échapper. 28 ans. 28 ans de fête d'anniversaire, de Noël, de matchs de foot, de soirées d'histoire avant le coucher. Tout réduit à cette phrase glaciale, prononcée sans remords. « Ton père est peut-être un peu envahissant, mais c'est pas un crime », dit Julien en riant. « Oh si, pour un ingénieur c'est pire. Il planifie ma vie entière sur un tableau Excel », plaisanta Arthur. Les rires fusèrent. Je sentis quelque chose se briser en moi. Le paquet glissa dessous mon bras et tomba sur le paillasson. J'eus à peine la force de le rattraper. Dedans, la montre de mon père, celle qu'il m'avait confiée en me disant « Transmets-la à ton fils quand il sera digne de la porter. » Cette montre n'avait plus de valeur à mes yeux. « Tu pourrais toujours déménager ?» lança Léa, sans lever les yeux de son téléphone. « Avec quel argent ? Il contrôle tout. Il me traite comme un gamin de 12 ans, » répondit Arthur, avant de vider sa bière et de jeter la bouteille vide dans la poubelle. « Mais bon, le loyer gratuit, c'est pas mal, » ajouta-t-il avec un rire amer. Leurs éclats de rire me poursuivirent jusqu'à la cuisine. J'avais 62 ans. Et je tenais un gâteau pour quelqu'un qui souhaitait que je n'existe plus. Les bougies, les décorations, les cadeaux soigneusement choisis, tout semblait grotesque à présent. Je posai le gâteau sur le comptoir. Mes mains tremblaient. Les souvenirs défilaient. Son diplôme, le dîner de famille, où il m'avait tourné en ridicule. Ce Noël où il avait à peine levé les yeux de son téléphone pendant que j'ouvrais mes cadeaux pour lui. Avais-je été aveugle tout ce temps ? Je restais appuyé contre la porte, cherchant à reprendre souffle. Dans le salon, les guirlandes et ballons que j'avais accrochés ce matin semblaient se moquer de moi. Tout ce que j'avais fait pour lui était devenu, à ses yeux, une forme de contrôle. À travers la vitre, je voyais Arthur rire encore, bière à la main. Mes yeux s'arrêtèrent, moi, sur la voiture qu'il utilisait. Ma voiture.
sur le barbecue que j'avais acheté, sur la maison dont je payais chaque mur, chaque ampoule, chaque tuile. Un calme froid remplaça la douleur. Si mon fils voulait que je disparaisse, il allait découvrir ce que cela signifiait vraiment. Je reposai le gâteau, sortis mon téléphone et commençai à réfléchir méthodiquement, comme je l'avais fait toute ma carrière d'ingénieur. Variables, contraintes, objectifs, respect. L'ancien système, patience, générosité, espoir d'être reconnu, avait échoué. Il était temps d'appliquer une méthode différente. Je montai à l'étage, lentement, chaque marche grinçant sous mon poids. Dans le miroir de ma chambre, je vis un homme que je ne reconnaissais plus. Un homme vidé, tolérant l'humiliation sous prétexte d'amour paternel. Mon reflet me renvoyait un regard vide. Et puis, je compris. Il n'était pas trop tard pour redevenir celui que j'avais été. Un homme capable d'agir, pas seulement d'endurer. Je pensais à cette fois, l'an dernier, quand Arthur m'avait fait honte chez le concessionnaire automobile, exigeant une voiture de luxe. « Désolé pour mon père, il comprend pas que l'image, c'est essentiel », avait-il dit au vendeur, riant de moi alors que j'avais mon chéquier en main. Finalement, je lui avais acheté une Honda d'occasion, 15 000 €. Il s'en était plaint pendant des mois. Et à Noël, chez moi, entouré de ses amis, il m'avait encore tourné en ridicule. Je me revois, souriant malgré tout, servant du vin, m'efforçant d'être un bon hôte pendant qu'il me ridiculisait à ma propre table. Mais ce soir, quelque chose avait changé. Il avait franchi une ligne invisible. Et moi, j'avais enfin cessé d'être un père en attente de gratitude. Je restais longtemps assis sur le bord du lit, les mains jointes, le regard perdu dans le vide. En bas, les rires montaient encore du jardin, entrecoupés par le grésillement du barbecue et les basses du nouveau système de son. Je les entendais parler de moi, dans ma propre maison, comme d'un vieil empêcheur de tourner en rond. Et plus ils riaient, plus quelque chose en moi se redressait. Ce n'était plus de la colère, c'était une lucidité froide, mathématique, presque clinique. Pendant 30 ans, j'avais appris à analyser des systèmes complexes, à détecter les défaillances, à éliminer les causes d'instabilité. Et ce soir, j'en venais à une conclusion évidente. La source du dysfonctionnement, c'était moi. Ou plutôt, ma tolérance. Arthur n'avait jamais connu de conséquences réelles. Chaque fois qu'il échouait, j'étais là pour réparer. Chaque fois qu'il se plaignait, j'étais là pour apaiser. Et chaque fois qu'il me méprisait, j'étais là pour sourire et passer l'éponge. Je me levais d'un mouvement lent, traversais la pièce et m'approchais de la fenêtre. De là-haut, je pouvais voir tout le jardin, les guirlandes lumineuses, les tables pleines de verre, les visages heureux. Arthur trônait au centre de la scène, gesticulant avec une nouvelle bière, mimant ma voix d'un ton moqueur. Ses amis éclatèrent de rire. Je les regardais comme on observe des étrangers. Combien d'années avais-je financé ma propre humiliation ? L'électricité, l'eau, la nourriture, les fêtes, la voiture, les impôts, tout sortait de mon compte. Et tout servait à alimenter un monde où je n'étais plus qu'un sujet de moquerie. Il veut que je disparaisse ? Très bien, voyons ce que cela donne. Je descendis lentement, posément, comme un homme qui aurait trouvé sa décision. En passant par la cuisine, je vis le gâteau abandonné sur le plan de travail, les bougies encore dans leur boîte. Le glaçage s'était mis à fondre, dessinant une couleur chocolatée, comme une larme. Je laissai tout tel quel. Sur la table, mon téléphone vibra. Une notification bancaire. Ironique, un prélèvement automatique pour la facture d'électricité, 286 €. Encore une ligne de plus dans la liste de ce que j'avais payé pour être méprisé. Je sortis dans le jardin. Le bruit de la fête s'interrompit aussitôt, comme si quelqu'un avait coupé le son. Arthur se retourna, surpris, la bouteille encore à la main. « Papa, qu'est-ce que tu fais là ?» lança-t-il, faussement détaché. « On doit parler », répondis-je simplement. Un silence s'installa, seulement troublé par le crépitement du feu sous les grillades. Je vis dans ses yeux ce mélange de gêne et d'agacement que j'avais vu 1000 fois, celui d'un enfant pris en faute, mais trop orgueilleux pour l'admettre. « Si c'est pour une leçon de morale, épargne-moi, s'il te plaît, » souffla-t-il. « Non, pas de morale, des faits. » Je pris une inspiration lente et regardai tour à tour ses amis.
Vous êtes tous ici dans ma maison, buvant ma bière, mangeant ma nourriture, écoutant ma musique. Vous êtes les bienvenus tant que je le décide. Or, ce soir, je ne le décide plus. La fête est terminée. Un murmure parcourut le groupe. Julien fronça les sourcils. « Oh, allez, Michel, c'est juste un anniversaire. On ne fait de mal à personne. »« Non, répondis-je calmement. Mais vous ne ferez plus de mal ici. » Je traversai le jardin, pris le micro sans fil posé près des enceintes et montai légèrement le volume. Ma voix résonna, claire, nette, amplifiée sur tout le terrain. « La fête est terminée. Je vous demande de quitter ma propriété immédiatement. » On aurait pu entendre une mouche voler. Même la musique s'était tue. Arthur éclata d'un rire nerveux. « Tu plaisantes ? C'est mon anniversaire. C'est ma maison. » Il s'avança, la mâchoire serrée. « Tu veux me ridiculiser devant tout le monde, c'est ça ? Je veux que tu comprennes ce que signifie être un adulte. » Son visage se durcit. « Personne ne bouge !» lança-t-il à ses amis. « C'est chez moi aussi. » Julien posa sa main sur son épaule. « Arthur, laisse tomber, ça devient gênant. » Mais il la repoussa violemment. « Non, qu'il appelle la police s'il veut. » Excellente idée, pensai-je. 10 minutes plus tard, le gyrophare bleu-blanc-rouge des gendarmes tournait dans l'allée. Les visages s'étaient enfigés. Les uniformes des agents brillaient sous la lumière des guirlandes. Une jeune gendarme s'approcha, regard ferme. « Ton professionnel. »« Bonsoir. Qui a appelé ?»« Moi, dis-je. »« Michel Moreau, propriétaire des lieux. Ces personnes refusent de quitter ma propriété malgré ma demande. » Arthur tenta de s'interposer. « Mais c'est mon anniversaire. C'est mon père. Il déraille complètement. »« Monsieur, calmez-vous, » répondit la gendarme. « Si le propriétaire souhaite que les invités partent, vous devez obtempérer. C'est la loi. » Je lui tendis mes papiers, mes factures, mon titre de propriété. Les chiffres défilaient dans ma tête comme un bilan comptable. 30 années de travail, de dettes, d'efforts, pour en arriver à devoir appeler la police pour rétablir ma propre autorité dans ma maison. Les amis d'Arthur s'étaient tus. Léa fixait le sol, honteuse. Julien murmurait « On ferait mieux d'y aller. » Un à un, ils commencèrent à s'éclipser. Mais Arthur restait. Les poings serrés, la voix tremblante de rage. « Tu vas vraiment faire ça ? Devant tout le monde ? Tu vas appeler les flics sur ton propre fils ? » Tu m'y obliges. Les gendarmes avancèrent. « Monsieur Moreau vous a sommé de quitter les lieux. Si vous refusez, nous serons contraints de vous interpeller. »« Vous n'avez pas le droit !» hurla-t-il. « Nous avons le devoir !» répondit l'un d'eux, déjà en train de sortir les menottes. Je regardais sans un mot. Le cliquetis du métal autour de ses poignets résonna comme un verdict. Arthur leva les yeux vers moi, incrédule. « Papa, tu vas le regretter. » Mais pour la première fois depuis 28 ans, je ne ressentis ni peur ni culpabilité. Seulement une paix glaciale. Je restai seul sur le perron quand la voiture de police quitta la rue, ses feux clignotant dans la nuit. Le silence revint peu à peu, troublé seulement par le grésillement des bougies fondues sur le gâteau abandonné. Je respirais profondément. Pour la première fois depuis des années, le silence m'appartenait. Le lendemain, je me réveillai dans une maison étrangement calme. Pas de musique, pas de pas précipités dans l'escalier, pas de demande d'argent ou de plainte. Seulement le bruit du café coulant dans la cafetière. Je consultais mes emails, puis les registres administratifs. Arthur resterait détenu 2 semaines pour violation de domicile et refus d'obtempérer. 2 semaines. Exactement le temps qu'il me fallait pour exécuter le plan qui venait de naître dans mon esprit la veille. Un plan précis, méthodique, froid comme une équation. Il voulait ma disparition. Il allait l'obtenir. Mais selon mes conditions. Le surlendemain de l'arrestation, un calme presque surnaturel s'installa dans la maison. Le matin, le soleil traversait les vitres sans qu'aucune voix ne vienne troubler ce silence. Je pris mon café à la table de la cuisine, face à la fenêtre ouverte sur le jardin. Là où, 48 heures plus tôt, des rires, de la musique et des bouteilles jonchaient encore la pelouse, il ne restait que des traces. Un gobelet écrasé, des cendres froides dans le barbecue et une bougie renversée dans l'herbe. J'avais retrouvé ma maison, mais elle ne m'apportait plus aucune joie.
Chaque pièce semblait saturée du fantôme d'Arthur. Son odeur, ses éclats de voix, son désordre. Tout me rappelait ces années, à le protéger de tout, sauf de lui-même. Alors, pour la première fois depuis 28 ans, j'ouvris un cahier, un de ces vieux carnets d'ingénieur où j'avais l'habitude de résoudre des problèmes techniques, et j'y traçai une ligne droite. En haut, j'écrivis « Objectif. Disparaître efficacement ». Sous ce titre, je listais les paramètres comme on le ferait pour un projet professionnel. Actifs disponibles. Maison, voiture, comptes épargne. Délai, 14 jours. Contrainte, absence de contact avec Arthur. Résultat attendu. Liberté, silence, autonomie. Une fois ce schéma posé, j'eus la sensation de respirer à nouveau. Je passai le reste de la matinée à rassembler des documents. Factures, relevés de propriété, quittance d'assurance. Chaque papier retraçait 30 années d'efforts, 30 années de stabilité que j'avais crues indestructibles. Et pourtant, il suffisait d'une phrase de mon fils « Le vieux devrait disparaître » pour me faire comprendre que cette stabilité n'était qu'une cage dorée. En début d'après-midi, je composais le numéro d'une agence immobilière de Lyon, dont j'avais vu les publicités à la télévision. Cabinet Johnson & Associés. Transactions rapides et discrètes. Bonjour, ici Michel Johnson. Je vous écoute. Sa voix, claire et assurée, me donna immédiatement confiance. Bonjour, madame. Je souhaite vendre ma maison rapidement. Très rapidement. Un léger silence. Puis, avec le ton neutre des professionnels expérimentés, « Pouvez-vous me dire ce qui motive cette urgence ?»« Changement de vie, répondis-je. Disons, des circonstances familiales ? Je comprends. Nous pouvons organiser une estimation dès cet après-midi. Êtes-vous disponible vers 16 heures ? Je le suis. Je raccrochai, et soudain, tout devint concret. L'après-midi s'étira dans une atmosphère étrange, mélange d'excitation et de mélancolie. Je nettoyais la cuisine, redressais les chaises du jardin, rangeais la vaisselle restée sur le plan de travail. Chaque geste avait la gravité d'un adieu. Lorsque Michel arriva, pile à 16 heures, j'eus presque l'impression de recevoir une invitée dans un lieu sacré. Elle était élégante, dans un tailleur gris-perle, les cheveux attachés, une tablette numérique à la main. « Monsieur Moreau ?»« Enchanté. »« De même. » Nous fîmes le tour de la maison. Elle observait chaque détail. L'état des murs, la luminosité, la propreté des joints dans la salle de bain. « Vous avez entretenu ce bien avec soin. Les boiseries sont impeccables. »« J'ai toujours préféré prévenir les problèmes plutôt que les réparer, » dis-je. Elle sourit, notant la phrase. Au bout d'une heure d'examen minutieux, elle conclut « Je peux la mettre sur le marché à 795 000 €. Peut-être plus, si nous recevons plusieurs offres. Avec une bonne mise en valeur, je suis certaine que cette maison partira dans la semaine. » Je hochai la tête. « Si la vente est conclue avant le 29 avril, je vous accorderai une prime de 4 000 €. Ses yeux se mirent à briller. « Marché conclu. Vous voulez aller vite ? Je peux aller très vite. » Nous signâmes les premiers documents. Quand elle repartit, le ciel de fin d'après-midi s'était teinté d'or. Je restai seul sur le perron, le dossier sous le bras. Le vent faisait claquer les volets, comme si la maison elle-même savait que ses jours avec moi étaient pécomptés. Je passai la soirée à répertorier tout ce qu'Arthur devait à ma générosité. Je pris une feuille et, d'une écriture serrée, je calculai. Loyer non payé depuis 5 ans. 2 300 € si 60 mois. Là, 138 000 €. Électricité, eau, Internet. 340 € mensuels. 20 400 € nourriture. Assurance, entretien. Environ 48 000 €. Voiture, 15 000 €. Fête, urgence, remboursement de dette, 12 000 € total. 233 400 €. Je regardai le chiffre longtemps. C'était le prix de son mépris. Les jours suivants, Michel revint accompagné d'un photographe professionnel. Je passai derrière eux, silencieux, observant cet inconnu immortaliser les murs de ma vie. La bibliothèque, le salon, le bureau où j'avais aidé Arthur à faire ses devoirs quand il avait 10 ans. Chaque clic d'appareil photo sonnait comme un adieu de plus. Le samedi, la maison fut mise en ligne sur les plateformes immobilières. Les visites commencèrent le lendemain. Je restai enfermé dans mon bureau, écoutant les voix d'inconnus admirer la cuisine,
commenter la terrasse, s'émerveiller devant le calme du quartier. Et pour la première fois depuis des années, j'éprouvais de la fierté. Pas pour Arthur, pour moi. Le soir du dimanche, Michel m'appela. J'ai une excellente nouvelle, monsieur Moreau. Une famille espagnole, les Garcia, a fait une offre au prix, en liquide, sans condition. Quand souhaitez-vous finaliser? Demain matin, 9h30, chez le notaire. Je regardais la date sur le calendrier. Le 28 avril. Le lendemain, à 9h, Arthur serait libéré du centre pénitentiaire. Le timing était parfait. Je pris une feuille blanche, mon stylo d'ingénieur, et rédigeai la lettre la plus courte et la plus lourde de sens de ma vie. Arthur, tu as souhaité que je disparaisse de ta vie. J'ai décidé d'exaucer ton vœu. La maison est vendue. Je pars voyager et je serai injoignable. Tu as maintenant l'indépendance que tu réclamais. Michel. 40 mots. 28 ans d'efforts. Une vie entière de compromis résumés en 4 lignes. Je mis la lettre dans une enveloppe, y inscrivis son prénom et la laissai sur la table, prête à être remise au nouveau propriétaire. Le lendemain matin, la transaction fut signée. Les Garcia, un couple dans la quarantaine avec 2 enfants, me remercièrent chaleureusement. Leurs yeux brillaient d'excitation à l'idée de commencer une nouvelle vie. En les regardant, je revis Arthur à 6 ans, courant dans ce même couloir, les genoux écorchés, riant aux éclats. Un souvenir doux amer. Je leur tendis les clés, le bip du garage et, enfin, l'enveloppe. Mon fils passera peut-être ici demain, ignorant tout de la vente. Pouvez-vous lui remettre ceci? Maria, la mère, acquiesça sans poser de questions. Bien sûr, monsieur. Nous ferons attention. Je quittai la maison sans me retourner. Le portail se referma dans mon dos, doucement, avec le bruit feutré d'une page qui se tourne. Je marchai jusqu'à la maison voisine, chez mon vieil ami et voisin, François Lambert. Nous nous connaissions depuis 15 ans. Un homme discret, veuf, bricoleur, toujours prêt à rendre service. François, aurais-tu une chambre libre pour 2 nuits? Évidemment, Michel. Entre donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai vendu la maison. Ses sourcils se haussèrent, mais il ne posa pas de questions. Tu peux rester aussi longtemps que tu veux. Tu sais que tu es ici chez toi. Je déposai ma valise dans la petite chambre d'amis, celle qui donnait sur la rue. De la fenêtre, j'avais une vue parfaite sur ma, ou plutôt leur, ancienne maison. Je m'assis, les coudes sur les genoux, et attendis. Demain, Arthur sortirait de prison, et il apprendrait enfin ce que signifiait, vraiment, vivre sans moi. Le matin du 29 avril arriva avec la précision d'une horloge suisse. Un ciel clair, traversé par un vent doux venu des collines de Fourvière, inondait le quartier d'une lumière dorée. Depuis la fenêtre de la chambre d'amis chez François, je voyais la rue encore silencieuse, les volets clos, les arbres bordant le trottoir agités par la brise. Sur la table de chevet, mon téléphone affichait 00h. À cette même minute, Arthur franchissait sans doute la grille du centre pénitentiaire de Lyon-Corbas, libre, un petit sac plastique à la main. Libre, mais sans le savoir, débarrassé de tout. Je m'assis dans le fauteuil près de la fenêtre, un café tiède entre les mains. François dormait encore. Je regardais la maison d'en face, ma maison, désormais habitée par la famille Garcia. Les volets étaient ouverts, les enfants jouaient dans le jardin, riant aux éclats. Une scène paisible, presque joyeuse, qui aurait pu me réchauffer le cœur si elle n'avait pas été le miroir exact de ce que j'avais perdu. À 9h27, la silhouette d'Arthur apparut au coin de la rue. Je la reconnus immédiatement, la démarche nonchalante, les épaules un peu voûtées, les mains dans les poches. Il portait les mêmes vêtements que le soir de son arrestation. Un jean froissé, une veste trop fine pour le matin frais. Dans sa main, un sac transparent contenant quelques effets personnels. Un portefeuille vide, un téléphone cassé, une montre en plastique donnée par le centre de détention. Il s'arrêta un instant devant la maison, leva les yeux vers les fenêtres, et je vis son visage s'illuminer d'un soulagement presque enfantin. Je pouvais lire sur ses lèvres « Enfin chez moi ». Mais ce « chez moi » n'existait plus. Arthur s'engagea dans l'allée, sortit ses clés et tenta d'ouvrir la porte. Le cliquetis sec de la serrure lui répondit par un refus implacable.
Il réessaya, fronça les sourcils, puis frappa du poing contre le battant. À ce moment-là, Carlos Garcia apparut, un carton dans les bras, surpris de trouver un inconnu sur son pas de porte. « Bonjour, vous cherchez quelqu'un » Arthur le dévisagea. « Qu'est-ce que vous faites chez moi ?»« Pardon ?» Carlos eut un petit rire gêné. « C'est notre maison, monsieur. Nous l'avons achetée la semaine dernière ?» Arthur se figea. Ses yeux clignèrent plusieurs fois, comme s'il avait mal compris. « Impossible. C'est une erreur. C'est la maison de mon père. J'y vis depuis toujours. »« Je suis désolé, mais c'est bien notre adresse maintenant. » Maria Garcia, alertée par les voix, sortit à son tour, tenant une enveloppe blanche. « Vous êtes bien Arthur Moreau ?»« Oui. Pourquoi ?»« Votre père a laissé ceci pour vous. » Elle lui tendit la lettre. Arthur la prit, hésitant, ses doigts tremblants. Je le vis l'ouvrir lentement, déplier le papier, lire. Le vent emporta un coin de la feuille, mais je n'avais pas besoin d'entendre les mots. Je les connaissais par cœur. Tu as souhaité que je disparaisse de ta vie. J'ai décidé d'exaucer ton vœu. Son visage se décomposa. La surprise fit place à la confusion, puis à la colère, puis enfin à une douleur brute, nue, qu'il ne chercha pas à dissimuler. Je vis ses lèvres murmurer « Non, c'est pas possible ». Il fit un pas en arrière, chancela, posa la main sur le pilier du portail comme pour se retenir de tomber. La lettre lui échappa des doigts et tomba sur le gravier. Les enfants Garcia, silencieux, observaient lors de la scène avec une curiosité inquiète. Carlos s'approcha doucement. « Monsieur, je suis désolé. »« Vraiment, mais tout est légal. Nous avons signé hier chez le notaire. » Arthur ne répondit pas. Il ramassa la lettre, la relut, encore et encore, comme si la répétition pouvait modifier la réalité. Puis, il s'assit sur le trottoir, la tête entre les mains. Je restai figé derrière ma fenêtre, le souffle court. J'avais imaginé ce moment 1000 fois. Je croyais qu'il m'apporterait satisfaction, une forme de justice. Mais le voir ainsi, brisé, c'était autre chose. Ce n'était pas la vengeance d'un père, c'était la punition d'un homme envers son propre sang. Et malgré tout, je ne bougeais pas, je ne descendis pas. Je le laissais affronter ce qu'il avait appelé de ses vœux. Les heures passèrent lentement. Arthur resta longtemps sur le trottoir. Par moments, il fixait la maison sans rien dire, comme un enfant privé d'abri. Puis, vers midi, il se leva, remit la lettre dans sa poche et s'éloigna d'un pas incertain. Je le suivis du regard jusqu'à ce qu'il disparaisse au coin de la rue. François entra alors, silencieux, tenant 2 tasses de café. Il me jeta un coup d'œil, puis regarda par la fenêtre. « C'était ton fils, n'est-ce pas ?»« Oui. » Il avait l'air perdu. Il l'est. François posa la tasse sur la table et s'assit en face de moi. « Tu es sûr de ce que tu fais ?» Je hochai la tête. « Certain. C'est la seule façon pour lui d'apprendre. Il faut parfois tout perdre pour comprendre ce qu'on avait. » Il ne répondit pas tout de suite. Son regard se perdit vers l'horizon, puis il souffla. « Peut-être, mais n'oublie pas qu'il reste ton fils, même quand il te déçoit. » Ces mots me traversèrent, silencieux, comme une flèche lente. Je n'avais rien à répondre. Cette nuit-là, je ne dormis presque pas. Je restais assis dans le noir, observant les lumières de la maison d'en face. Les rires des Garcia résonnaient à travers la rue. Une nouvelle vie commençait pour eux, pendant que la mienne s'effaçait derrière moi. À 4 heures du matin, je pris ma décision finale. Je partirais à l'aube, vers la mer, vers un endroit où personne ne connaissait mon nom. Le jour se leva lentement. François m'attendait déjà dans la cuisine. « Tu pars alors ?»« Oui. »« Tu vas où ?»« Vers l'Atlantique, peut-être Arcachon ou La Rochelle. »« Je verrai bien. » Il hocha la tête sans insister. « Tu as mon numéro et une chambre ici si tu veux revenir. » Je lui serrai la main. Un geste simple, mais chargé de gratitude. Puis je sortis sur le pas de sa porte, ma valise à la main. Le soleil venait tout juste d'apparaître au-dessus des toits. Je pris une dernière fois la direction de ma maison du regard. Maria Garcia ouvrait les volets de la chambre d'Arthur. La boucle était bouclée. Je montai dans ma voiture.
Le moteur ronronna doucement. Je roulais lentement dans la rue, encore endormi, les pneus crissant sur le bitume. Quand j'arrivai au bout du quartier, un panneau indiquait la direction de Bordeaux. Je pris la route, sans me retourner. Les kilomètres défilaient. La radio diffusait une vieille chanson de Brel, Les Flamandes. Sa voix rauque emplissait l'habitacle, résonnant comme une prière pour les hommes fatigués de tout donner. Je pensais à Arthur, à ses rires d'enfant, à ses colères d'adolescent, à son indifférence d'adulte, et à ses larmes, ce matin. De vraies larmes, pas celles de la manipulation, pas celles du caprice, des larmes nues, humaines. Je compris alors que, malgré tout, quelque chose en lui pouvait encore être sauvé. Mais ce ne serait plus à moi de le faire. Il devait apprendre seul, comme j'étais en train d'apprendre à vivre, enfin, pour moi-même. La mer apparut en fin d'après-midi, scintillante sous la lumière. J'arrêtai la voiture sur un promontoire dominant l'océan. Le vent salé caressa mon visage. Je sortis, fermai les yeux, respirai profondément. Pour la première fois depuis 30 ans, je n'avais aucune obligation, aucun appel à passer, aucune facture à payer pour quelqu'un d'autre, aucun anniversaire à organiser. Seulement le bruit des vagues, le goût du sel et un horizon sans fin. Je sortis un carnet de ma veste, celui où j'avais noté « Objectif, disparaître efficacement ». Sous la dernière ligne, j'ajoutais « Résultat, liberté obtenue ». Puis je refermais le carnet, le glissais dans la boîte à gants et démarrais. La route longeait la côte, bordée de pins et de dunes. Le soleil descendait lentement, peignant le ciel de cuivre. Je souris. Arthur voulait que je disparaisse. Je l'avais fait. Mais pas pour mourir. Pour renaître.